En février 2023, Mitsubishi Heavy Industries a fait une annonce qui a secoué le monde de l'aviation. Après 15 ans de développement, après 10 milliards de dollars dépensés, après des essais en vol, des commandes de compagnies aériennes et une toute nouvelle usine dans l'état de Washington, ils annulaient complètement le programme SpaceJet. L'avion avait volé, il fonctionnait, il avait des commandes de ANA, JAL, mais aussi de compagnies régionales américaines. Mais il ne porterait jamais un seul passager payant. Pendant ce temps, les mêmes ingénieurs japonais incapables de finir leur propre jet, ils conçoivent des ailes en fibre de carbone pour le 787. Ils fabriquent les fuselages du 777. Ils produisent des pièces qui tiennent littéralement les avions les plus avancés de Boeing ensemble. Alors voici la question, si le Japon aide à construire les meilleurs avions de passagers du monde, pourquoi ne peut-il pas construire le sien ? Ce n'est pas une histoire de mauvaise ingénierie. Le Japon a l'un des meilleurs talents aérospatiaux de la planète. C'est une histoire de timing, de politique et d'une industrie faite pour pénaliser les nouveaux entrants. Et ça commence avec une décision prise en 1945 qui a repoussé le Japon d'une génération entière. Juste avant de commencer, je tiens à dire que le Japon excelle dans les avions militaires et les missions spéciales, comme le transport tactique C2 de Kawasaki et aussi l'avion amphibie de sauvetage US-2 de Shin Meiwa. Mais cette vidéo se concentre sur les avions civils de passagers, où les obstacles du marché et aussi les réglementations sont bien plus corsés. Pour comprendre, il faut revenir à 1945, lorsque le Japon a capitulé. Ces géants aérospatiaux de guerre, Mitsubishi, Nakajima, Kawasaki, étaient parmi les plus avancés au monde. Ces entreprises avaient construit des chasseurs légendaires et maîtrisé la conception d'avions haute performance mieux que presque tous. Puis, l'occupation alliée a imposé une interdiction totale de l'aviation japonaise. Plus aucun nouvel appareil, moteur ou programme de test. Même la recherche en aviation était bannie. Les étudiants ne pouvaient plus étudier l'aéronautique. Le vol à voile était interdit. Cette interdiction a duré 7 ans, jusqu'en avril 1952. 7 ans qui ont paru une éternité dans un domaine qui ne cesse jamais d'avancer. Voici tout ce que cette interdiction a détruit. Ce n'était pas juste des usines et des chaînes de montage. Des équipes d'ingénieurs entières sont passées à la voiture, au train ou à l'industrie lourde. Les bureaux d'études ont fermé, les souffleries ont été reconverties, les outils industriels jetés. La mémoire institutionnelle qui permet de développer des avions, savoir-faire en design, intégration des systèmes, culture de la certification, tout a disparu. Pendant que le Japon restait figé, l'Europe et les États-Unis n'ont pas attendu. Ils sont passés des moteurs à piston au jet. Ils ont construit le DC-8, le 707. Ils ont développé des réseaux aériens modernes et des systèmes de certification qui sont devenus la norme mondiale. Lorsque le Japon a pu revenir à l'aviation en 1952, le train était déjà loin. Boeing et Douglas étaient devenus des marques mondiales solides. Les compagnies aériennes étaient déjà intégrées aux chaînes d'approvisionnement occidentales. Le Japon n'était pas juste un peu en retard. Il avait une génération entière de retard. Sans ligne civile, sans clients et sans aucun historique de certification. Cette leçon s'est gravée dans la politique gouvernementale. Tenter de revenir en force serait extrêmement risqué, mais aussi coûteux. Mais il fallait essayer. Et ce qui s'est passé ensuite allait façonner la stratégie aérospatiale japonaise pour des décennies. Fin des années 1950, le gouvernement et l'industrie créent NAMC, Nihon Aircraft Manufacturing Corporation, un consortium de 6 grands fabricants réunissant ressources et talents. Le but ? Concevoir et construire un turbopropulseur domestique pour les liaisons régionales. Prouver que le Japon peut de nouveau fabriquer des avions. Le résultat est le YS-11, un turbopropulseur de 60 à 70 places destiné au marché court courrier. L'équipe de conception compte Jiro Horikoshi, déjà connu pour avoir conçu le chasseur Mitsubishi A6M0. Un vrai talent. L'avion vole bien. Il est globalement fiable. Les compagnies aériennes japonaises JAL et ANA le choisissent.
Les premiers investissements de JL et AENA les inscrivent dans des écosystèmes occidentaux. Adoption des Boeing 727 en 1965, sous pression du gouvernement pour faciliter les importations d'AENA, et des DC-8 737 dans les années 60-70 pour leur fiabilité, tandis que le financement à l'export US et les alliances politiques faisaient de Boeing un choix sans risque comparé aux designs locaux non éprouvés. Quelques clients internationaux achètent de petites flottes. Même quand des compagnies américaines comme Piémont se lancent, opérant 23YS-11, la plus grande flotte étrangère, le service après-vente pose problème. Stock de pièces rares à l'international, documents incohérents et formation limitée dissuadent les commandes répétées des opérateurs prudents. Pendant un temps, on croit que le Japon pourrait réussir, mais les problèmes se révèlent. Les coûts de développement explosent. L'avion n'est ni clairement moins cher, ni plus léger, ni plus efficace que ses concurrents étrangers comme le Fokker F-27. Pas de réseau solide de vente et de support en dehors du Japon. Pièces de rechange, formation, marketing, tout est moins développé que chez les acteurs occidentaux présents depuis des décennies. Et voici le problème structurel qui entra aussi la seconde tentative du Japon. NAMC, c'est un consortium étatique regroupant plusieurs fabricants. Les choix de design sont des compromis pour contenter tout le monde. Le profit et la compétitivité commerciale à long terme passent derrière la politique industrielle et le prestige national. L'état d'esprit du programme est plus proche d'un projet militaire que commercial. Une obsession des critères de performance imposés par l'État empêche de vraiment répondre aux attentes des exploitants commerciaux. Les compagnies se préoccupent des coûts d'exploitation et de la configuration cabine. NAMC optimisait surtout pour cocher des cases bureaucratiques. Le résultat ? Environ 182 avions construits entre 1962 et 1974. Pas mal pour une première, mais insuffisant pour pérenniser le programme. L'économie ne suit pas. Le programme dépend de subventions gouvernementales tout au long de son existence. En 1971, le gouvernement japonais annonce qu'il cesse le financement. Le programme perd de l'argent et s'arrête. Le Japon retient un message clair. Lancer un programme d'avion de ligne entièrement local est risqué financièrement. Le Japon peut construire la machine, mais gagner le marché, c'est une autre histoire. Le YS devient une leçon pour les directions pendant des décennies et déclenche un virage stratégique qui définira le rôle du Japon dans l'aviation pour les 50 ans à venir. Après le YS-11, l'idée d'un autre avion commercial entièrement japonais devient un sujet politiquement tabou. Plus personne ne veut s'y risquer. L'argent a été perdu, l'orgueil blessé. Mais l'industrie japonaise comprend quelque chose de plus intelligent. Boeing, Airbus, puis Bombardier et Embraer ont besoin de fournisseurs ultra qualifiés. Le Japon peut garantir des revenus fiables en fabriquant des sections plutôt que des avions entiers. Laisser à quelqu'un d'autre le risque du marché. La politique industrielle du gouvernement se tourne vers les matériaux high-tech, les composants de précision et aussi les partenariats à partage de risques dans des programmes étrangers. C'est une retraite stratégique. Et ça marche. Les entreprises japonaises, Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries et Fuji Heavy Industries, prennent des rôles majeurs sur les Boeing 767, 777 et 787. Sur le 787, les fabricants japonais fournissent environ 35% des pièces. Les ailes centrales, le fuselage avant, plus d'un tiers de l'avion entier. Sur le 777X, ils fournissent environ 21%. La section centrale, le fuselage central et le fuselage arrière. Ce ne sont pas des petits composants. Ces pourcentages montrent que le Japon est un partenaire clé dans ces deux programmes. Le gros avantage ? Des contrats stables et long terme valant des milliards. Une expertise technique sur les structures dernier cri. Des liens solides avec les OEM occidentaux. Le partage des risques sur les 767, 777, 787 a donné aux firmes japonaises une expérience quasi OEM. Le pouvoir de conception sur les ailes et fuselages sans le risque total du programme, comme créer leur propre réseau de vente ou courir derrière les certifications aériennes. Des revenus prévisibles ne dépendant pas des ventes directes aux compagnies aériennes. Mais voilà le coût caché qui allait les rattraper. Le génie aérospatial japonais se spécialise dans les sous-systèmes, non pas dans la conception système complète. Certes, ils deviennent des experts mondiaux dans la fabrication des ailes, mais perdent la pratique d'intégrer ailes,
fuselage, avionique, moteur et commande de vol pour construire un avion complet. Aucune expérience interne, de bout en bout, d'un programme d'avion civil ne s'accumule sur des décennies. Le savoir-faire sur la certification, le marketing, la vente et le support d'un avion complet s'effacent peu à peu. Lorsqu'il faudra retenter l'aventure, le Japon sera en réalité un nouveau venu une fois de plus. Et c'est là que les choses deviennent vraiment coûteuses. Début des années 2000, la pression monte pour grimper dans la chaîne de valeur. Ne plus être juste un fournisseur de pièces. Les responsables gouvernementaux et les leaders de l'industrie commencent à se demander pourquoi ne pas construire notre propre jet. Mitsubishi Heavy Industries lance le MRJ, rebaptisé plus tard Space Jet. Le pari du Japon pour se racheter. Cible, le marché régional de 70 à 90 sièges dominé par Embraer et Bombardier. Ce marché est très convoité. Les compagnies veulent des jets régionaux économes en carburant. Le MRJ 70 accueille entre 70 et 80 passagers. Le MRJ 90, plus grand, entre 86 et 96. Les arguments clés ? L'aérodynamique avancée. Les nouveaux moteurs Pratt & Whitney turbofan à engrenage, plus économes en carburant. La cabine confortable, pensée avec le soin japonais du détail. Mitsubishi annonce le concept en juin 2007, visant une certification pour 2012. 5 ans. Ça doit pas être si dur, non ? Ça l'est. C'est extrêmement dur. Mitsubishi a un gros talent d'ingénierie, mais presque aucune expérience à mener un programme civil complet ou à gérer la certification façon occidentale, surtout celle de la FAA. Ils sont brillants pour fabriquer des ailes pour Boeing, mais construire un avion entier, c'est une toute autre paire de manches. Les problèmes arrivent vite. Poids en hausse. L'avion devient de plus en plus lourd au fil de la confrontation entre le design et la réalité. Intégration des systèmes avec des bugs. Les exigences de certification forcent à repenser la structure et les systèmes. Les ratés spécifiques ? Documentation système incomplète pour la traçabilité FAA, câblage en double mais pas aux normes, bugs d'intégration avionique qui ont exigé une refonte totale, révélant un manque de culture de certification occidentale. 4 des 5 retards sont dus, du moins en partie, à des échecs de documentation pour la certification ou similaires. Mitsubishi a ensuite admis ne pas avoir bien saisi dès le départ la complexité du processus de certification type. Il prévoyait une ligne d'assemblage finale aux États-Unis, à Moses Lake, Washington, pour les tests en vol et être proche des régulateurs et clients FAA, mais même ça n'a pas pu combler les vraies lacunes d'expérience. Cette connaissance institutionnelle sur la culture de la certification, perdue pendant 7 ans de pause, elle n'est jamais revenue complètement. Chaque correction ajoute du retard. Chaque retard fait grimper les coûts. Chaque coût en plus sape la confiance des compagnies. Ce qui fait que celles-ci en viennent à se demander si ce jet arrivera un jour. Le soutien des compagnies était réel pourtant. Des commandes fermes d'ANA, JAL et aussi de Regional US, comme SkyWest et aussi Trans-States, plus des lettres d'intention d'autres, preuve d'intérêt, mais insuffisant pour tenir face au retard. Et puis, il y a le piège de la clause de portée américaine. Et celui-là, il est bien cruel. Le Space Jet vise principalement le marché régional américain. Mais il y a un problème que personne chez Mitsubishi n'avait vraiment prévu. Les clauses d'étendue des syndicats de pilotes limitent les compagnies régionales à des avions de moins de 86 000 livres en poids maximal au décollage et 76 sièges maximum. C'est un accord pro-boulot des pilotes des lignes principales. Les premières versions du MRJ dépassent ces limites. Et très vite, il devient clair que ces règles ne vont pas changer. Mitsubishi doit revoir ses designs, scinder les variantes et repenser complètement son marché cible. Ils avaient prévu de développer la version plus petite M100 pour répondre à ces clauses d'étendue. Les années passent. Le produit ne colle plus du tout au cœur du marché pour lequel il avait été conçu. Les coûts de développement finissent par dépasser 1000 milliards de yens, soit environ 9 à 10 milliards de dollars US selon le taux de change. Pendant ce temps, la concurrence ne reste évidemment pas les bras croisés. Embraer perfectionne ses E-Jets. Airbus rachète la C-Series de Bombardier et transforme le segment bas du marché avec l'A220 en ajoutant sa portée mondiale et sa crédibilité. Puis le Covid-19 frappe, gâchant la demande régionale.
Sous une énorme pression financière, Mitsubishi suspend d'abord le développement en octobre 2020, puis annule complètement le programme en février 2023. Le vol inaugural du MRJ 90 a eu lieu le 11 novembre 2015. L'avion a volé, ça a marché, mais il n'a jamais été mis en service. Après 15 ans de travail, les prototypes sont démontés. Le rêve meurt. Pour le Japon, c'est un déjà-vu YS-11, mais en plus grand et encore plus cher. Brûlé 2 fois. Perte de milliards 2 fois. Soyons clairs, ce n'est pas une question de talent dans l'ingénierie. Le Japon en a clairement. Une industrie automobile de classe mondiale. Des trains à grande vitesse roulant comme une horloge. La robotique, l'électronique, la science des matériaux, tous de premier ordre. Les ingénieurs japonais participent à la fabrication des avions commerciaux les plus avancés aujourd'hui. Mais un avion commercial nécessite 3 capacités liées entre elles que le Japon peine à conjuguer. D'abord, l'ingénierie. Concevoir, certifier et intégrer une machine complexe avec des millions de pièces. Ensuite, le capital. Des dizaines de milliards d'investissements initiaux avec un retour sur investissement mesuré en décennies, pas en années. Enfin, l'infrastructure commerciale. Vente mondiale, support et influence politique pour convaincre les compagnies aériennes que vous serez toujours là dans 30 ans. Et voici la dynamique du marché qui tue les nouveaux entrants, le gagnant rafle tout. Les compagnies aériennes évitent les risques. Elles ne peuvent pas se permettre des types d'avions abandonnés avec un support faible. Que se passe-t-il si elles achètent votre avion puis que vous faites faillite dans 5 ans ? Leur avion devient sans valeur. L'entretien devient cher, la revente chute brutalement. Boeing et Airbus offrent déjà des flottes immenses en service, des réseaux de maintenance mondiaux, des marchés de leasing profonds et une confiance dans la valeur résiduelle. Lorsqu'une compagnie achète un 737 ou un A320, c'est qu'elle sait qu'elle pourra le revendre plus tard. Il y a un marché. Un nouvel entrant comme Mitsubishi doit affronter des questions brutales. Pourquoi devrais-je faire confiance à la valeur de revente ? Supporterez-vous encore cet avion dans 20 ans ? Le Japon a eu du mal à répondre à ces questions de manière convaincante. Le risque lié à la monnaie a compliqué les choses. Développer en yens mais vendre en dollars, ça signifie que les fluctuations de change exigent des volumes encore plus élevés pour atteindre le seuil de rentabilité. Difficile pour un nouveau venu, contrairement à Embraer qui a combiné des décennies de soutien étatique avec des succès mondiaux constants. Et après 2 échecs coûteux, il y a un traumatisme institutionnel. Les bureaucrates et les dirigeants intègrent que mener un programme complet d'avions commerciaux à l'échec peut ruiner une carrière. Il est plus sûr de fabriquer des ailes pour Boeing ou de fournir des pièces pour Airbus plutôt que de parier l'avenir de l'entreprise sur un seul avion national qui pourrait ne jamais voler. Ce conservatisme n'est pas irrationnel. C'est le reflet d'à quel point l'échec est sévèrement sanctionné dans cette industrie. Les programmes aériens vivent ou meurent sur des horizons de 30 ans. Une seule erreur peut coûter des milliards. Décortiquons pourquoi le Japon n'a pas réussi à percer ce marché. Premièrement, pas de marché intérieur naturel suffisamment grand pour faire naître un champion national. Les États-Unis ont United, American, Delta et Alaska qui achètent massivement des avions américains. Un volume garanti. Un terrain d'essai. L'Europe avait plusieurs compagnies nationales achetant européens, plus tard regroupées autour d'Airbus avec le soutien des gouvernements. Le Japon a JAL et ANA comme acteurs majeurs. Mais 2 compagnies ne peuvent pas soutenir un programme d'avion. Un avion réservé au seul marché domestique ne justifie pas son coût de développement. Il doit réussir à l'échelle mondiale dès le départ. C'est incroyablement difficile. Le vieillissement de la population japonaise et la croissance atone réduisent encore l'appétit pour ces paris prestigieux à 20-30 ans avec un retour sur investissement faible, privilégiant les gains rapides en robotique plutôt que les projets délirants de l'aviation. Deuxièmement, une entrée tardive dans un duopole saturé. Lorsque le Japon est prêt à construire un avion de ligne moderne, Boeing et Airbus dominent complètement le segment des avions de plus de 150 places. Embraer et Bombardier dominent les jets régionaux. On pourrait dire qu'aux US, remplacer les jets régionaux comme le 175 sera bientôt une réalité pour toutes les compagnies, mais les limitations des clauses de portée n'ont pas changé. Mitsubishi ne pouvait pas attendre. Chaque produit japonais serait plus cher à mettre sur le marché, plus dur à vendre sans un historique long, face à des familles d'avions établies avec des économies prouvées et des décennies de perfectionnement. Troisièmement, politique industrielle et fragmentation.
Cela mène à des designs dictés par compromis, des structures de gestion complexes et une responsabilité floue quand ça déraille. Comparez ça à une entité unique qui possède le programme et son risque. Des décisions claires. Pas de compromis en comité. Pas d'ingérence bureaucratique. La culture du consensus au Japon, qui est un atout dans bien des secteurs, devient un handicap dans le développement aéronautique, là où la rapidité et la décision tranchée comptent. Voici une vérité contre-intuitive, le Japon a trouvé son point gagnant. En tant que fournisseur de premier plan, le Japon peut se spécialiser dans des composants à forte valeur ajoutée, les ailes, les structures composites, les fuselages. Ils tirent parti de leur excellence en fabrication sans gérer les ventes, le marketing, ni l'infrastructure d'assistance mondiale. Les revenus proviennent de contrats de partage des risques à long terme, avec des flux de production prévisibles liés au succès de Boeing et Airbus. Lorsque Boeing fait la commande de pièces pour 500 Dreamliner, les fournisseurs japonais encaissent sur les 500. Pas de négociation avec les compagnies aériennes. Juste l'excellence industrielle. Une moindre visibilité signifie moins de risques. Si un programme déçoit, comme le 747-8 ou la 380, les fournisseurs souffrent d'une baisse de commandes, mais évitent la faillite totale. Ils diversifient leurs activités sur plusieurs programmes. Cette stratégie fournisseur correspond aussi à la nouvelle orientation défense spatiale du Japon. Par exemple, le chasseur de 6e génération FX GCAP avec le Royaume-Uni et l'Italie, offrant des retours stratégiques sans la volatilité du marché civil. Si un avion qui est entièrement japonais fait un flop, des milliards de pertes, une honte nationale, une crise politique, des carrières brisées. Choisir le rôle de fournisseur, c'est gérer intelligemment le risque, vu l'histoire du pays. La grande ironie silencieuse ? Sans les ailes, systèmes et structures fabriquées au Japon, certains jets occidentaux seraient plus difficiles à produire ou moins performants. Le 787 est composé à environ un tiers de pièces japonaises. Le Japon est un pilier clé de la fabrication mondiale d'avions de passagers. Mais son nom ne figure pas sur le nez de l'avion. Alors, pourquoi le Japon n'a-t-il jamais construit d'avions de ligne à succès ? Les pièces s'assemblent maintenant. Les interdictions d'après-guerre ont effacé son avance en aviation et brisé le savoir-faire institutionnel. 7 ans d'absence forcée ont créé un trou qui ne s'est jamais vraiment refermé. Le YS-11 a appris à Tokyo que les avions 100% japonais étaient risqués financièrement. La politique a alors changé pour viser à être le meilleur fournisseur, non plus un concurrent direct. Lorsque le Japon a tenté à nouveau avec le SpaceJet, les problèmes de certification, une mauvaise évaluation du marché avec les clauses de périmètre, les retards, les dépassements de coûts et le timing catastrophique du Covid ont tout arrêté. 2 essais majeurs en plus de 60 ans. 2 leçons extrêmement douloureuses. Des milliards de pertes. Chaque échec renforce une idée chez le gouvernement et l'industrie. On est mieux en partenaire qu'en leader. Le rapport risque-récompense ne tient pas. Le Japon peut-il retenter l'aventure ? Il faudrait un marché cible clair et stable. Peut-être un avion régional hybride électrique nouvelle génération ou un appareil spécialisé pour les courtes liaisons entre îles en Asie-Pacifique. Quelque chose sur lequel Boeing et Airbus ne se concentrent pas. Une niche défendable ? L'avion régional STOL hybride électrique pour les lignes insulaires japonaises et les archipels de l'ASEAN, utilisant les technologies neuves et efficaces pour des sauts courts et fréquents. Il faudrait un énorme soutien gouvernemental et des garanties contre le risque. Un engagement de 20 à 30 ans, avec l'acceptation de profits maigres la première décennie. Mais l'annulation du SpaceJet est encore récente. Personne ne veut être celui qui valide un autre programme d'avion à plusieurs milliards qui échoue. Les démographies et l'économie japonaise se tournent vers la robotique, la défense, l'espace et les matériaux avancés. Le programme de chasseurs de 6e génération avec le Royaume-Uni et l'Italie ouvre une voie pour appliquer le savoir-faire aéro sans risquer de marché commercial. Être un fournisseur de classe mondiale est sans doute plus rentable, moins risqué et plus en phase avec la stratégie industrielle actuelle du Japon. Alors le Japon continue d'être essentiel dans l'aviation passager, fabriquant les ailes qui les font voler, les fuselages qui accueillent les passagers, les structures qui supportent les charges. Mais jamais le nom sur la dérive. Jamais la marque que les compagnies achètent. Jamais le constructeur qui repart avec la gloire et le risque. Et peut-être, après 2 leçons coûteuses, c'est exactement là que le Japon veut rester.